c'est Sophie Peters et c'est la nuit sur Europe 1. Nous sommes ensemble pendant 2 heures pour cette libre antenne. 2 heures pendant lesquelles je suis là pour accueillir vos confidences, vos questions, mais aussi parfois vos joies ou vos angoisses. On peut se laisser aller à se raconter, à parler de soi librement. N'hésitez pas à partager avec nous en appelant dès maintenant au 39 21. C'est Théo et Quentin qui vous accueillent ce soir au standard. Et Philippe Chartier, dit Fifi pour les intimes, qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 21 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site Europe 1 à l'émission Libre Antenne. 39 21, j'attends vos appels. On accueille tout de suite Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sophie. Alors Nathalie, vous êtes une fanat de l'émission que vous écoutez régulièrement en fait, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça et voilà, j'osais pas vous... Enfin, c'est formidable que vous nous appeliez ce soir alors. Ouais, j'osais pas. Et puis... c'est bien, il y a un jour où on franchit le pas. Voilà, parce que peut-être c'est la solitude aussi, puis besoin aussi de peut-être de parler et puis aussi d'avoir, je sais pas, pas spécialement des conseils, mais enfin des avis d'autres personnes sûrement. Voilà. D'accord, nous sommes là pour ça. Alors je vous écoute Nathalie. Voilà, il y a, on va dire maintenant il y a 2 ans, donc voilà, je suis tombée malade. Enfin, on va passer sur les détails et ça a été un engrenage rapide parce que voilà, je suis restée en maladie, enfin un petit moment. Et puis les soucis financiers sont arrivés, mais j'ai quand même réagi très vite. J'ai poussé les portes, je suis partie voir une assistante sociale. Enfin voilà, je suis partie même voir des associations qui pouvaient aider. Et la solution était là à la fin où j'étais vraiment pris dans un engrenage financier de pousser la porte de la Banque de France pour faire un dossier. Parce qu'en fait j'avais qu'un crédit, j'ai qu'un crédit, mais si vous voulez, vous aviez plus de revenus avec votre maladie, d'accord. Voilà, la moitié du salaire qui était tombé, mais après, vous savez, quand la Sécu vous règle, mais c'est pas tout de suite. Enfin bon, la banque au départ vous suit. Enfin, comment vous dire, vous suit, oui, quand même malgré tout vous suit. Donc vous avez quand même un découvert qui augmente et après petit à petit, même si le revenu tombe, ça n'enlève pas le découvert. Et enfin bon, voilà. Et c'est Parce que vous aviez une profession qui vous assurait pas, enfin comme une profession libérale, enfin ça. Alors j'ai une profession. Heureusement d'ailleurs, parce que voilà, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, ce qui me permet quand même de pouvoir un peu vivoter, je vais dire. Alors malgré tout, mon dossier était recevable par la Banque de France. Bon, maintenant j'attends le plan définitif, si vous voulez. Et comment vous dire, enfin voilà, tout est bloqué si vous voulez. Et donc quand votre salaire tombe, malgré tout, ça n'enlève pas le découvert, parce que tant que le plan n'est pas définitif, on met pas le découvert de côté pour pouvoir repartir. Il faut attendre vraiment que le plan soit définitif. Le surendettement, oui, c'est voilà. ça. Oui. Et puis quand votre salaire tombe, on vous donne j'ai un découvert autorisé de 300 €. Donc si j'ai eu la chance d'avoir une petite prime dans mon salaire, je peux arriver à avoir 500 € pour le mois, ou alors je peux avoir que 300 € pour le mois. Quoi. Et Nathalie, vous avez repris votre travail Oui, j'ai repris mon travail. Oui. J'ai repris mon travail et voilà. Alors, je suis dans un travail où il faut communiquer, donc dans la communication, donc on donne beaucoup de soi parce que dans la communication, il faut se mettre en avant, il faut parler et tout. Les gens n'ont pas besoin de savoir
si ça va mal dans votre vie, donc il faut être là pour les gens. Et puis après on est vidé, enfin voilà, on donne son maximum et quand on arrive à la maison le soir, enfin voilà, on se dit mais j'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant, enfin bon ça va, je vais pas non plus trop pleurer sur mon sort, mais par moments c'est difficile. Oui, quoi. Oui, par moments c'est comment lourd. on peut faire de nos jours, et il y a tellement de gens qui sont dans mon cas, quoi, mais comment on fait, quoi. Et je comprends certains qui craquent, qui sont en dépression, qui lâchent prise, quoi, hein, parce que c'est pas tout à fait ça le lâcher prise dans le bon sens, mais Nathalie, est-ce que vous, enfin, si je reviens sur l'épisode qui vous a porté dans la maladie, il y a quelque chose qui a déclenché ça? Est-ce que du coup vous êtes fait aider, vous avez passé un tournant de vie, vous dites vous avez 40 ans, est-ce que tout d'un coup il y a eu des événements qui ont fait que vous basculez, que tout d'un coup tout devient un peu plus difficile, plus anguleux pour vous? Comment vous dire, oui, parce qu'on tombe, en fait, je suis restée 6 mois en maladie, 3 mois où on savait pas trop, parce que ça a commencé par un malaise, j'allais dire banal, parce que si vous voulez, quand on m'a amenée aux urgences, on me dit il y avait, enfin que je n'avais rien, tant mieux, enfin voilà, donc je ressors de là, on me dit c'est un coup de fatigue, bon d'accord, et puis malgré tout je reprends mon activité, et puis je refais notre malaise, mais c'est pas un malaise vague, si vous voulez, et c'était vraiment, je tombais, enfin c'était une syncope, je perdais, je le sentais pas venir, et je tombais la face devant, quoi, vous voyez, pof, il n'y avait plus rien, on-off, quoi, je tombais. Et donc on a cherché, quand même, on a malgré tout, les médecins ont continué à chercher, et puis de là on est parti, parce qu'après on a fait une IRM, parce qu'au départ on n'avait pas fait d'IRM. Enfin malgré tout, j'avais eu quelque chose, allez, je vais pas retrouver le nom, du côté de l'hypothalamus. Voilà. En tout cas, votre corps exprimait quelque chose, et vous envoyez un signal fort. Donc à un moment donné, il y avait un trop plein ou quelque chose qui fonctionnait plus. Le corps, il disait stop là. Oui, c'est vrai. Parce que, effectivement, j'étais stressée au niveau de mon travail, parce que on nous en demandait beaucoup et tout. Mais moi personnellement, je ressentais pas, si vous voulez, une fatigue ou un stress. Non, mais ça, le corps, il envoie des signaux forts pour un signal faible qui est un peu caché. Donc c'est bien parce que vous en avez pas conscience au jour le jour que le corps, lui, dit, puisque personne ne m'écoute, c'est moi qui vais envoyer le signal. Donc c'est ce qu'il a fait. Voilà, exactement. Voilà. Et puis là, on se dit il faut lever le pied, se reposer, enfin bon, voilà, se ressourcer. C'est très bien, c'est ce que je fais. Je suis partie même dans une maison de repos. Voilà. Mais quand on rentre à la maison et quand on est seul, parce que j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, enfin voilà, je veux dire c'est plus de famille. Voilà, j'ai quand même mes parents, mais mes parents sont quand même à 800 km de chez moi, ils sont âgés. Vous avez des amis, Nathalie, des gens proches? Vous avez des amis? Oui, enfin, j'ai vous avez eu un soutien? Oui, quand même. C'est important. Donc effectivement, au départ, ils sont là, ils vous aident, on leur parle et tout. Mais à un moment donné, on arrive aussi que, si vous voulez, à force... on est épuisé, on épuise les autres, c'est ça? Oui, voilà, on veut plus, c'est bon. Et puis on veut pas non plus embêter, parce qu'à force de ressasser les mêmes choses, donc on dit rien, enfin, on se bouge pour s'en sortir, on pousse des portes et tout, voilà, mais à un moment donné, voilà, on dit plus rien, quoi. Sincèrement, moi, je dis plus rien aujourd'hui. Je me suis pas renfermée parce que je continue à travailler. Non, mais vous trouvez ça trop lourur, c'est ça, Nathalie? Oui, aujourd'hui, il y en a assez, quoi. Tout ça est trop lourd. Voilà, on peut même pas les voir. À un moment donné, même mon médecin m'avait dit, vous pouvez aller voir un psychologue et tout ça. Alors j'ai dit, mais moi je veux bien, mais quand on a 350 € par mois, on peut pas. Enfin, il y en a qui sont remboursés par la sécurité sociale, Nathalie. Oui.
Hein, oui. donc il faut vous en trouver un. Ça, c'est vrai que c'est quand même la meilleure idée pour vous, c'est de trouver quelqu'un qui vous écoute, à qui vous puissiez parler, confier vos soucis, donc qui vous soutienne et vous aide. Et vous pouvez trouver un thérapeute remboursé par la Sécu. C'est la chance qu'on a en France d'avoir un système de santé assez performant et de pouvoir se soigner à moindre frais. Donc ça, Nathalie, c'est possible. Maintenant, ce que vous me décrivez me fait penser à quelque chose finalement qu'on vit un peu tous dans la société d'aujourd'hui, qui est une société de la performance, de la réussite. C'est une société difficile qu'on vit aujourd'hui, où on nous impose, et vous parlez de votre métier dans la communication, où il faut faire bonne figure, tenir son rang. Alors, quelquefois, on a envie de dire stop, on a envie de dire mais moi je suis pas comme ça, je ressemble pas à ça, et tout ce qu'on me demande, j'ai pas envie de ça. Vous voyez, peut-être que vous avez en vous, et votre corps a pu l'exprimer, un conflit entre une personne qui a envie d'être peut-être plus humaine, plus vraie, plus fragile au bon sens du terme, parce qu'avec avec ses angles, ses chocs, et puis la personne qui doit avoir son masque dans la société, qui est le masque de la réussite, la performance, j'assure, il assure, je vais tout le temps bien et j'ose pas déranger les amis, etc. Mais Nathalie, en même temps, c'est vrai que la fragilité nous relie les uns aux autres. Confier à un ami ou à quelqu'un ses problèmes, vous lui donnez l'occasion de vous aider, et donc vous lui rendez aussi un certain service. Vous voyez, parce que il va chercher de la force en lui-même pour vous tendre une main. Et donc même le plus fragile d'entre nous est happé par ça et a envie d'avancer. Donc il faut surtout pas vous isoler, parce que là, dans ce que j'entends, j'ai le sentiment que vous avez tendance à dire bon allez, maintenant ça suffit, je m'isole, ça va bien. Vous disiez, je crois, en appelant Quentin et Théo, que la positive attitude, ça allait bien un moment. Oui, vous avez raison. On peut pas tout le temps passer en force en disant tout va bien. En ce moment, vous allez moins bien. Et ce moins bien-là, il faut que vous... Enfin, ce serait idéal de l'accepter, d'en faire quelque chose. Le problème n'est pas d'aller bien ou d'aller mal. Le problème, il est d'en faire quelque chose. Et faites-en quelque chose, parce qu'il y a sûrement beaucoup de bon dans ce que vous vivez. Vous voyez, il y a sûrement une porte ouverte vers un accès à vous qui demande à s'exprimer et qui s'est échappé par la maladie et qui vous a dit, moi j'ai envie d'autre chose. J'ai envie, il y a une partie de Nathalie qui a envie d'exister. Oui. Je comprends ce que vous dites. Oui, et du coup, je comprends votre envie de dire oh là là, j'en ai marre, j'ai envie de lâcher. Mais dans ce moment, il est bon ce moment-là aussi. Il n'est pas à jeter, c'est-à-dire que c'est ce moment où vous êtes dans le renoncement de dire je lâche. Vous allez y trouver une autre source, qui est sans doute une ressource que vous connaissez pas encore. Alors on a Florence, Nathalie, en ligne, qui a envie de réagir et qui dit qu'elle a connu à peu près la même histoire que vous. Bonsoir Florence, vous nous entendez ? Oui, bonsoir Sophie. Voilà, et que vous merci vouliez... de prendre mon appel. Non, Bonsoir, je vous en Nathalie. prie, ça peut aider Nathalie. Nathalie, je pense très fort à vous en écoutant l'émission, parce que je suis aussi une grande fidèle de cette très belle émission du soir. Et voilà, et 52 ans, seule, sans enfant, je vis absolument la même histoire de vie quotidienne difficile, avec une réponse ce jour de Banque de France qui me dit que mon dossier est accepté parce que j'ai fait, moi, cette démarche d'aller vers Banque de France. L'endettement était tel, mon époux est parti donc il y a 5 ans, me laissant seule et de me dépatouiller de tout, enfin voilà. Et Nathalie, pour vous dire que il m'est difficile de vivre au quotidien, certes, mais en même temps, le regard posé sur les autres, le regard posé sur les choses, me fait prendre conscience que mon intériorité se construit à travers aussi cette expérience de vie. J'apprends beaucoup, Nathalie, je trouve apprendre beaucoup. Et effectivement, je suis quand même aidée par un médecin psychiatre. Alors, j'ai entendu votre réflexion par rapport, parce que moi, on me laisse 460 € par mois pour vivre en totalité, loyer inclus. Et voilà, donc il se passe plus rien, pour ainsi dire. Et je me fais suivre effectivement par un médecin psychiatre en clinique à Reims, où effectivement il me reste pratiquement rien à devoir de ma poche, parce qu'avec une assurance maladie qui couvre bien les choses, bien sûr, déjà, dans un premier temps, donc les tarifs sont quand même déjà un peu plus bas que les cabinets ville, les cabinets en ville,
Et puis, une mutuelle qui quand même fait le complément. Voilà, Nathalie. Donc, je pense qu'il est grand temps d'aller un petit peu parler parce que ça aide beaucoup à adoucir les choses. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Florence, vous avez ce même sentiment que Nathalie vous voyez, c'est difficile à porter C'est trop difficile à porter, Sophie. C'est très difficile à porter. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. Parce que c'est vrai qu'il y a comme une... Enfin, moi, j'ai eu un petit peu le sentiment de honte. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi ? Il se trouve mais que c'est notre société. Auprès de 2 adultes handicapés profonds, trisomie 21, et je me suis cassé le poignet l'année dernière. Et en fait, j'ai porté une réflexion sur cette idée du poignet cassé. Car je ne pouvais plus de ce travail, en fait, Sophie. J'étais arrivée au bout du bout, j'étais épuisée. J'avais trop de choses à porter en moi et puis d'une vie que je n'arrivais pas à bien construire. Et je me suis dit, mais ma Flo, je crois que ton poignet cassé, il veut tout dire. Donc, il y a eu 5 mois d'arrêt de travail. Et donc, j'ai perdu mon travail. Puisque je ne pouvais plus du tout intervenir auprès de ces adultes handicapés profonds. Ils étaient à domicile, donc j'étais une aide pour la maman, enfin il y avait beaucoup de choses à organiser. Et puis voilà, et là, là j'ai appris un cancer de la thyroïde, donc je fais soigner très sérieusement. Mais ça va, je trouve que ça va, Sophie. Je trouve que Sophie et Nathalie, pardon, les deux, je trouve que ça va. Mais vous voyez, Florence, ce que vous apportez là, Nathalie, et ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que tout d'un coup, vous êtes rentrée dans votre fragilité. Vous l'avez, voilà. Et là, la clé, elle est là. C'est qu'à un moment donné, vous l'avez entièrement acceptée, vous l'avez vécu pleinement en faisant quelque chose. Mais Sophie, parce que j'ai eu la chance, et je peux le dire maintenant, Sophie, j'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle à ce jour une invalide, parce que je souffre de phobie sociale, d'attaques de panique, mais qui ont conduit à un internement psychiatrique. 15 ans je souffre, depuis 15 ans. Et l'aide du psychiatre rencontrée il y a 5 ans sur mon chemin de vie m'a apporté énormément. Énormément. Et pourtant, j'étais aussi une de celles qui disaient « Oh non, jamais de psychiatre. Non, moi, j'en aurais pas besoin pour les autres, mais pas pour moi. Moi, je suis solide. J'avance. Je mets un pas devant l'autre. » Eh bien, non. Et ben, c'est ça, accepter sa fragilité, Florence. Et voilà. Accepter le besoin d'aide, et on en a tous besoin. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ? Comment vous réagissez ? Mais rien que de vous entendre, je trouve, vous avez une force déjà et même une clarté dans la voix qui dit, mon Dieu, on peut y arriver. Je suis admirative de votre... Ah non, il ne faut pas l'être, Nathalie. Soyez admirative de vous-même, avant toute chose. Oui, déjà j'y arrive pas, donc déjà il faudrait que... mais écoutez-vous, ce sera Nathalie, l'étape il y a des d'après. très belles choses en vous, sans doute, parce que déjà, les propos que vous tenez à l'antenne, sur la radio, moi, alors complètement bouleversé, puis renvoyé à toute cette belle histoire que l'on a, je pense que l'on a en soi, Nathalie, c'est une évidence. Hein, Sophie ? Ah oui, je partage. Et alors, moi, j'avais envie de vous citer à ce sujet un auteur que j'aime énormément, qui constitue un de mes livres de chevet favoris, que vous connaissez peut-être tous, qui est un auteur allemand du fin 19e, début 20e, qui s'appelle Rainer Maria Rilke, qui a écrit Les Lettres à un jeune poète, et qui c'est l'histoire d'un certain monsieur Capu qui demande des conseils, si vous voulez, à ce poète sur son engagement dans l'écriture, mais aussi ses états d'âme, les difficultés qu'il rencontre en amour, dans la vie. Et alors, c'est toute l'occasion, parmi cette dizaine de lettres, de parler de l'amour, de la tristesse, de la solitude. Et alors, à un moment, sur la tristesse, ce que je trouve très réconfortant, il dit qu'en fait, dans la tristesse, c'est là qu'on tient, dans ces moments-là, tout notre développement, et que la destinée d'un individu ne vient donc pas du dehors de l'homme, mais bien de l'intérieur, qu'elle sort de lui, et que notre condition, elle est extrêmement difficile de ce fait-là, mais complètement passionnante. Résultat, quand vous êtes triste, ou terriblement, affreusement triste, Rainer Maria Rilke dit, il faut bien vous dire une chose, qu'il y a quelque chose qui se fait en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient dans sa main, à elle, et ne vous abandonnera pas. Et pourquoi vouloir à tout prix exclure de la vie souffrance, inquiétude ? Nous sommes tous en constante évolution, et au fond, on désire plus que tous transformer. Et justement, il parle de la maladie en disant, regardez, la maladie, c'est un moyen de chasser ce qui est contraire à l'organisme. Et alors, il a une phrase très jolie, il dit, soyez patient comme un malade et confiant comme un convalescent.
Vous êtes médecin, c'est à vous-même que vous devez vous confier. Mais il y a dans toute maladie des jours où le médecin ne peut qu'attendre, et c'est parfois la seule solution. Voilà, et je trouve ça joli et très très réconfortant parce que c'est une éloge, si vous voulez, de la fragilité et de la difficulté qu'on a tendance à évacuer dans notre monde. Et c'est pour ça que je trouvais très touchant le témoignage de Nathalie qui disait bon, moi ça va bien, qu'il faut tout le temps être fort, performant. Ben oui, non, il y a des jours où on peut pas. Il y a des jours où on peut pas, bien sûr. Non. Mais comme a dit Florence, c'est ça, c'est la honte. Oui, c'est la honte parce que Nathalie, faut voir que c'est notre environnement qui nous renvoie ça. C'est la honte parce que tous les jours vous êtes confrontés à la radio, à la télé, aux médias, mais même vous allez au supermarché ou dans votre boulot à des gens qui portent des masques de réussite en permanence. Donc vous imaginez que vous avez ça en face de vous toute la journée comme message et vous dites, mais moi je suis une nulle. Ben non, vous n'êtes pas une nulle parce que ceux-là, à l'intérieur, ils sont pas mieux, pas plus à l'aise que vous. Ne croyez pas ça. On a tous cette difficulté de vivre. Oui. On a tous ça. On est tous égaux là-dessus. On est tous égaux. Alors après, effectivement, on s'en sort plus ou moins bien, on se bat plus ou moins bien. On est là, pour le coup, on n'est pas toujours égaux. C'est la vraie formule, Sophie. C'est comment se battre et pourquoi se battre. Moi, c'est ma grande réflexion. C'est donner du sens, Florence. C'est donner du sens. Ouais. Oui. C'est pour ça que Nathalie, ce que vous vivez, donnez-lui du sens. Faites-en quelque chose. C'est pas grave d'être malade. Ok, bien sûr, c'est terrible. Vous êtes en surendettement à la banque. Enfin, c'est une vie difficile. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas difficile, hein. Mais cette difficulté, elle est une porte ouverte vers autre chose. Faites-en quelque chose. J'entends à vos doigts que vous avez toutes les capacités pour. Vous avez l'énergie, hein. Florence est d'accord, ouais. Ah, tout à fait. Beaucoup d'encouragement, Nathalie. Ouais. Moi, je vous souhaite vraiment... Et puis, j'ai cette petite formule qui m'est propre. Bon, elle n'engage que moi. C'est on trébuche sur des pierres, mais moi, la pierre, je me baisse et je la ramasse pour mieux la positionner dans mon jardin, je crois. Ah, c'est joli. Mais oui, Sophie. Ça fait des petits jardins japonais. Ça fait des petits jardins japonais, exactement, les plus zen. Merci Florence de nous avoir appelés. Merci à vous. Très bonne soirée et bonne nuit. Au revoir. Nathalie, je vous souhaite beaucoup de courage. Surtout, prenez soin de vous. Allez voir quelqu'un, parce que ça me semble très important. Et prenez soin de votre souffrance d'aujourd'hui. C'est très gentil. Merci de m'avoir accueilli et écouté. Non, je vous en prie. Bonne soirée, Nathalie. Merci. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. 39 21 34 centimes la minute. Et on accueille Marika. Bonsoir, Marika. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Voilà, Vous appelez pour votre petite fille. Oui. 14 ans, en pleine adolescence. Oui, en pleine adolescence. Un âge pas facile. Oui, un âge pas pour facile. Les adultes bon, autour. Ça fait un moment que ça dure. Oui, dites-nous, Marika. Et disons que quand j'ai fait sa chambre, enfin, une fois elle était avec des copines, et puis des fois je range un peu sa chambre, je ne devrais pas parce que c'est personnel. Mais dis donc, j'ai vu quelque chose, déjà un paquet de cigarettes. À 14 ans. Oui. Mais bon, comme elle connaissait quelqu'un, un jeune de 16 ans, qui fumait, alors... c'est peut-être pas elle. Bon, non, peut-être qu'elle n'a pas fumé, mais bon, elle a dû essayer. Elle a peut-être essayé, oui, 14 ans, c'est peut-être la première. Et alors, oui. Et alors, ce qui m'inquiète, c'est que, j'en ai pas parlé à ses parents, ni à sa maman, quoi. C'est ma fille, sa maman. Mais disons que j'ai trouvé une bouteille de... Comment je vous dirais, avec un... D'alcool ? Non, pas d'alcool, non. Non, pas de l'alcool. J'ai trouvé une bouteille avec vous savez, comme du charbon qu'on met dedans. Et, un narguilé ? Comment ça s'appelle ? C'est pour fumer, c'est ça ? C'est un narguilé, c'est quelque chose en verre avec un grand cordon ? Avec un grand... C'est très à la mode chez les ados, Marika. Le narguilé, oui, il y a des bars à Paris, narguilé, ils fument du narguilé, Oui, puis avec du charbon. Alors elle le cachait. Bien sûr, je l'ai vu. En nettoyant un peu sa chambre. Et puis j'ai dit, je vais l'emmener chez moi. Je sais pas si j'ai bien fait. Ah, ta mère, elle est piquée. Oui. Et alors, elle s'en est aperçue ? Elle s'en est aperçue. Dit-on comme là, je vous téléphone, c'est parce qu'ils sont en vacances. Oui. Et disons que elle s'en est aperçue, puis le soir, elle m'en a parlé, quoi. Oui.
Et je lui ai dit après, pas tout de suite, mais je lui ai dit que je l'avais chez moi, quoi. Ouais. Alors elle m'a dit que c'était pour faire du café. Oui, vous avez pris pour une andouille, mais vous n'êtes pas dupe. Mais vous avez pu la confronter à ce qu'elle fait. Vous lui avez dit, mais moi ça me plaît pas, ou j'ai envie de te protéger. Non, parce que j'arrive pas tellement à dialoguer avec elle, parce qu'elle me raccroche des fois au nez. Elle est dure avec vous, ouais. Oui, elle n'était pas contente. Oui, des fois elle est. Mais Marika, vous avez l'autorité, vous savez, sur elle. Hein, vous êtes sa grand-mère. Oui, mais. Ben oui, je comprends, mais il faut pas vous laisser impressionner parce que c'est bon pour elle aussi que vous ayez de l'autorité avec elle. Elle a besoin de se construire. On avait hier soir une auditrice aussi qui nous parlait de son fils de 16 ans, qu'elle avait surpris à fumer. Et je disais un peu la même chose, c'est que un adolescent, il fait ses expériences de la vie, voilà. Oui, et si vous voulez, vous êtes un roc. Donc, par exemple, si elle vous parle mal ou elle vous raccroche au nez, vous la rappelez tout de suite en lui disant « Tu n'as pas à me raccrocher au nez, je suis ta grand-mère. » Oui, mais bon, elle écoute pas. Ah oui, mais ça, c'est pas grave, elle l'a quand même entendu. Elle écoute pas, mais elle l'entend. Vous voyez la différence? Elle écoute pas, oui. Des fois elle me parle mal. Mais il faut pas accepter ça, Marika. Vous n'avez pas accepté que votre petite fille de 14 ans vous parle mal. Mais c'est important. Dis, hein. Oui, et qu'est-ce qu'elle dit quand vous dites « Mais tu me parles pas sur ce ton-là, sinon c'est moi qui raccroche au nez. » Oui, c'est vrai que je lui raccroche jamais au nez. Eh ben oui, zut. Ben vous voyez, Marika, il faut vous défendre parce qu'elle vous teste et elle vous pousse dans ses retranchements. Et plus vous allez être douce, tendre, accueillante, plus elle va monter d'un cran parce qu'elle vous cherche. Oui. Donc il faut qu'elle vous trouve. Et pour vous trouver, il faut qu'en face, vous existiez. Et donc vous assumiez, par exemple, bah oui, vous avez pris... je pense que c'est un narguilé, enfin j'en sais rien, j'imagine par rapport à ce que vous me décrivez, mais bref, que vous avez posé un acte que vous estimez vous protecteur par rapport à elle, vous êtes sa grand-mère, vous avez autorité sur elle, voilà, et vous l'assumez. Il faut l'assumer, Marika. Et vous, même si elle se cabre, comme un jeune poulain ou un jeune cheval, parce que c'est de son âge et c'est tant mieux qu'elle se cabre. Elle élève la voix beaucoup, elle élève. Oui, et ben tu baisses d'un ton. Il faut lui dire maintenant tu baisses d'un ton avec moi. Moi je veux bien qu'on se parle toutes les deux, mais il va falloir baisser d'un ton. Marika, Marika, vous avez été une maman. Oui. Votre fille, vous l'avez, je sais pas. Ouais, elle n'aurait jamais parlé comme ça. Mais parce que, peut-être on était à une autre époque, mais vous voyez, il faut que, pour dépasser les difficultés que vous avez avec votre petite fille aujourd'hui, ça vous oblige à vous imposer. C'est ça qui, souvent, le fait d'avoir des enfants qui est quand même une chance, ou des petits-enfants, c'est que ça nous fait grandir nous-mêmes, parce que ça nous pousse à aller rechercher des choses qu'on ne sait pas toujours faire ou avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Donc, par exemple, on n'est pas à l'aise avec l'autorité, et elle vient vous confronter sur ce sur quoi vous n'êtes pas à l'aise. Donc, c'est une chance, entre guillemets, pour vous d'essayer de l'être. Mais elle a besoin de ça. Et vous êtes légitime à lui dire « Tu ne me parles pas sur ce ton-là, je souhaite que tu me respectes, tu ne me raccroches pas au nez, voilà ce que moi je pense de ce qui est bon pour toi. » Et puis peut-être d'en parler avec ses parents. Enfin, c'est votre fille, sa maman ou votre fils? Non, c'est sa maman, c'est ma fille. C'est votre fille. Et vous en parlez avec sa maman? Elle le fait, oui. Et vous avez des bons rapports avec votre fille pour parler? Oui, très bon, oui. Et qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que par exemple votre fille vous défend en disant à sa fille tu respectes ta grand-mère ou tu lui parles parce que... C'est-à-dire elle me dit que je la gâte de trop, que c'est vrai que bon... Oh, c'est le rôle d'une grand-mère, de gâter sa petite fille. Oui, mais bon. On n'a plus. Quand on est une grand-mère, on a moins un rôle d'éducation qu'une maman. Oui. Donc c'est justement l'âge où on peut se laisser. Par contre, là où adolescente, c'est intéressant, c'est que vous avez un rôle de protection. Enfin, vous voyez que vous pouvez, et que je l'entends à votre voix toute douce et toute gentille, et que vous êtes désolée qu'elle se comporte comme ça. Mais parlez-lui, dites-le-lui, je suis désolée parce que moi je t'aime et que j'ai pas envie que tu te fasses du mal. Ben oui. Et que mon rôle à moi, c'est de te montrer aussi les dangers de la vie. Et que je suis une dame qui a vécu, qui a des choses à te dire et à t'apporter. Oui, il faudrait que je lui parle comme ça, oui. Mais elle m'écoute. Oui. Parce que mais ce qui m'inquiète le plus, vous voyez, c'est que, comme elle a, une petite fréquentation avec un jeune de 7 ans qui fume, et je crois il boit aussi un petit
peu. Ouais, Et je me demande si ce que je vous ai parlé là, de ce flacon là, si c'est pas lui qui lui a... C'est possible. C'est possible, hein, c'est un âge où on est influençable, puis si c'est son petit copain, c'est possible. Mais en même temps, ça reste... Voilà, vous pouvez lui en parler en lui disant, voilà, j'ai vu que tu avais un copain, ça m'inquiète un peu. Oui, elle me le dit, hein, elle m'en parle quand même des fois, elle me dit que ça lui fait de la peine, quoi. Parce que bon, disons que il en a déjà une autre, il est pas... Bon, il a que 16 ans, hein. Il a déjà une autre quoi? Une autre copine. Ah, il a 2 copines en même temps? Bah, c'est pas super cool pour elle. À 16 ans, ça commence bien. Oui. Oui, non. Bah oui, je sais bien. Voilà. Non, mais c'est bien. Et vous lui avez dit à votre petite fille, bah dis donc, vous savez, un adulte par rapport à un enfant d'un jeune de cet âge-là, c'est bien que vous exprimiez sur ce que vous pensez après. Oui, je lui dis. Ouais. Et elle vous écoute un peu? Je lui dis, tu sais, peut-être il veut faire sa vie, il est peut-être pas, il veut faire sa vie, il est peut-être pas trop sérieux et il tient pas à toi, hein. Elle est pas obligée de tout accepter, surtout. Oui. C'est ça que vous pouvez lui dire, hein. C'est pas parce que c'est un petit copain, un garçon qu'il faut tout accepter. Oui. Il y a Marie-Lou qui envoie un SMS pour dire, je connais le problème et peut vous dire qu'il faut être ferme et rigoureux avec un ado. Sur le temps, ça paye. Oui. En même temps, c'est vrai que vous êtes la grand-mère et que la grand-mère, elle a moins un rôle, à partir du moment où la maman est là et présente, un rôle éducatif. Donc, c'est vrai que vous êtes plus là pour effectivement gâter, consoler, cajoler. C'est sans doute aussi ce que vous avez fait. Là, c'est une adolescente, mais vous voyez, vous parlez avec elle. J'entends qu'elle vous confie des choses. Voilà. Oui, des fois, donc, ça veut dire que vous avez un accès, sans doute un peu privilégié. Donc, là où j'ai envie de vous rassurer, c'est que sachez que même si vous avez le sentiment qu'elle n'écoute pas ce que vous dites, elle l'entend. Ça rentre, elle doit l'entendre. Donc, lâchez pas surtout. En fait, Marika, ce qu'il faut, c'est que là, vous ayez une ligne de conduite et vous ne lâchiez pas vos propres convictions. Oui. Et puis, petit à petit, ça va faire son chemin en elle. C'est-à-dire que toutes ces phrases que vous lui dites, les actes que vous posez en prenant l'objet, en lui disant, moi, ton copain, c'est pas terrible, ou ton tel comportement, c'est bien, exprimez-vous le plus possible. Oui, je crois, ça, il faut que je le fasse, Oui. Mais ce qui m'inquiète, puis avec sa maman, elle est dure aussi. Il n'y a qu'avec le papa que, elle craint. Ah oui. Elle craint parce que ça tombe. Ah oui. C'est plus. Ça tombe. Oui, donc, vous voyez là, c'est formidable. J'ai un SMS de Louise qui a 14 ans. Et qui envoie un SMS. Oui. Donc merci Louise. Et qui dit, j'ai 14 ans aussi, ma grand-mère est un moyen de transmission pour les choses difficiles à dire. Il faut qu'elle lui fasse confiance. Mais c'est pas terrible d'avoir 2 copines à 16 ans, Louise. Oui. Mais voyez, c'est formidable parce que c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec Louise, vous avez un rôle très important, justement, alors d'autant plus si le papa, il est un peu carré, la maman a son rôle. Il est dur, il est pas près de sa fille, il est pas câlin, il a jamais été... Mais vous l'êtes, donc vous... Oui, depuis petite, j'ai essayé d'être auprès d'elle, quoi. Elle a une petite sœur qui a 10 ans, mais c'est pas pareil, elle n'est pas le même... caractère, oui. Mais voyez, faites confiance à votre petite fille, mais gardez ce joli lien que vous avez avec elle tout en restant... Vous voyez, on peut être ferme sans être dur avec un ado. On peut dire... Voilà, moi, quand tu me raccroches au nez, que tu me parles comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, c'est non, parce que je peux pas admettre, parce que bien sûr ça me fait de la peine, mais même tu me dois le respect et c'est bon pour elle d'entendre ça. Ce qui n'empêche pas de lui dire, mais je t'aime beaucoup et j'ai besoin de te protéger. Ah oui, des fois elle me dit, je t'aime mamie, elle me le dit, ça arrive, mais bon, elle a souvent des accès de colère et puis elle claque les portes quand c'est comme ça, C'est un peu de son âge, non? Oui. Bon, j'aurais pas dû aller dans sa chambre, peut-être. Ce qui m'embête... Non, vous culpabilisez pas, vous avez... oui. Parce que j'ai pris, ce flacon. Oui. Mais
disons que j'en ai pas parlé à ma fille. Hein. Bon, je dis, je vais pas lui gâcher les... Parce que comme elle... Oui, mais votre petite fille le sait, que vous l'avez pris, vous en avez parlé avec elle. Donc c'est une histoire entre vous et votre petite fille. Oui, voilà. Donc c'est pas mal, parce que ça reste une confidence. Oui. C'est un peu comme dit Louise, c'est un moyen de transmission pour les choses difficiles. Donc là, ça veut dire que vous êtes un peu dans l'intimité de votre petite fille, dans une forme de complicité tendre, enfin de compréhension, et ça peut l'aider, elle. Oui. Vous voyez ? Oui. Donc c'est pas grave que vous en ayez pas parlé à la maman. Et vous pouvez le dire à votre petite fille, tu sais, ça reste entre nous. Oui, mais bon, elle m'a dit, tu me le rendras quand je rentrerai, parce que je crois que ça doit pas être à elle. Essayez de tirer au clair. Oui. Hein, Marika, essayez de lui demander d'où ça vient, à quoi ça sert. Es-tu bien sûre que ça sert à faire du café, ma chérie ? Parce que c'est pas sûr. Non, je crois pas quand même, parce que bon, il y a des ronds c'est du charbon, j'ai senti, bon, je sais pas, c'est pas de la, je sais pas ce que c'est marqué du muscle, je sais pas quoi. Je connais pas trop. Ouais. Non, a priori, enfin, dans ce que vous me décrivez, ça semble être un narguilé. Puis je vous dis, c'est assez en vogue aujourd'hui chez les ados. Ah bon ? Oui. Et je vous dis, il y a des bars dans Paris, je crois aussi en province. Enfin, de plus en plus, c'est quelque chose d'un peu à la mode. En soi, c'est pas dramatique. Hein. Là, je reçois des SMS qui disent, le narguilé, c'est pas grave en soi. Mais ce qu'il faut, c'est plutôt tirer au clair son comportement à elle, hein, à qui c'est, pourquoi, et puis qu'elle se moque pas de vous. Enfin, qu'elle vous dise les choses aussi, hein. Oui, je voudrais qu'elle me dise, qu'elle me dise pas que c'est pour faire du café. Je sais même pas. Voilà, il faut la confronter. Oui, je crois. Marika. Mais je vous sens, vous voyez, dans le lien avec elle, respectueuse. C'est juste un petit réglage à faire avec elle de vous imposer avec toute la gentillesse que vous avez. Gardez-la précieusement, c'est bon pour elle, mais en restant un peu plus ferme. En n'acceptant pas certaines choses, vous voyez ? Oui, je crois, oui, il va falloir. Pourtant, j'essaye, c'est pas facile. Hein. Je lui dis, tu me parles pas comme ça, même quand j'y vais, bon, le mercredi, j'y vais, puis maintenant, elle se détache, elle veut sortir, elle veut... Ah oui, mais... C'est pas grave, gardez votre rôle, gardez le cap, hein, Marika. Ah oui, je vais le garder, parce que bon, je veux pas... Non, c'est bon pour elle. Je m'inquiète quand même, parce que bon... Non, faites-lui confiance, ça c'est important. Faites confiance dans la jeune femme qu'elle va devenir. Vous voyez, gardez le lien et faites confiance à tout ce qu'elle a déjà en elle. Hein. Là, elle teste. Je te fais confiance, je lui ai... Oui. C'est important. Je te fais confiance. Et tant que vous avez le dialogue, Comment ? Tant que vous avez le dialogue, oui. Les parents ne lui font pas confiance. Alors vous êtes d'autant plus importante pour elle. Moi, je vois, ton papa, il dit, moi, il le dit, je fais pas confiance. Il n'est pas... Oui, c'est bien que vous gardiez. Vous voyez, le jour où, si jamais ça, elle a 14 ans, si d'ici 6 mois, 1 an, elle monte d'un cran, hein, sans doute, hein, vous serez sans doute quelqu'un de très très important pour elle, hein, parce que vous serez un accès privilégié de quelqu'un qui elle peut se confier, hein, ce que dit Louise d'ailleurs, hein. Oui. Mais ce sera sans doute très très important, et vous avez le dialogue, donc vous avez beaucoup de très bons ingrédients, de très bonnes cartes dans votre manche. C'est sa maman qui a, des fois elle en peut plus, elle dit je peux plus, je dis, elle me dit des fois je lâche prise. C'est normal. Alors j'ai dit non, il faut pas lâcher, il faut pas que tu lâches. Oui, c'est bien que vous soyez deux. Il y a Pierre qui a 15 ans et qui envoie également un SMS pour dire j'ai une grand-mère un peu comme Malika, mais nos relations sont très saines. C'est juste une question de bonne volonté, dit Pierre. Mais vous voyez, c'est un lien à bien garder, à bien cultiver avec votre petite fille. D'accord, Marika ? Oui, je vais essayer, mais des fois c'est dur. Oui, c'est dur. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est vrai que je me dis, j'ai du mal à... Disons, des fois je voudrais lui parler, elle a pas envie, elle veut pas me voir, Oui, mais tenez bon, Marika, hein, tenez bon, d'accord ? Oui, je vais... Merci, Marika, de nous avoir appelé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Non, bonne nuit à vous. Au revoir, Marika. Une bonne soirée. Merci beaucoup. Vous aussi, au revoir. Au revoir.
Sophie Peters sur Europe 1. Et tout de suite, on accueille Joël. Bonsoir Joël. Bonsoir Sophie. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir. Oui. Alors vous êtes professeur Joël, c'est ça ? Voilà. Oui. Et comment jusqu'à présent, je n'y avais jamais songé. Et il se trouve que j'ai la possibilité de poser une retraite à partir de 55 ans. Oui. Ce qui sera mon cas l'année prochaine. Mais ce qui impose une décote assez importante. Donc j'aurais voulu savoir si certains enseignants avaient réussi une reconversion professionnelle. Voilà. Ben, en fait, ça dépend aussi de vous. Alors, bon, là, on en parle à Athènes, il y aura peut-être des réactions. Peut-être que vous pourriez vous renseigner par Internet auprès d'associations, ou sinon, est-ce que parce que vous parlez effectivement dans ce que vous nous avez dit, d'une reconversion peut-être dans l'immobilier, c'est ça ? Oui, j'ai songé, mais ça reste quelque chose de très flou dans l'immédiat, dans la mesure où ma décision est très récente. Donc, c'est que vous avez tout d'un coup envie de changer de métier, ou vous voulez plutôt trouver enfin, vous en avez assez d'être professeur et vous cherchez... Oui, c'est ça. Voilà. Mais en même temps, vous avez encore de l'énergie pour faire autre chose, c'est ça ? Complètement. Voilà, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a dans votre discipline, vous êtes professeur de quoi ? En élémentaire. Pardon, c'est-à-dire en primaire. En primaire, oui, d'accord. Ouais. D'accord. Institutrice. Donc ça veut dire que vous avez une large palette de choses à votre disposition, parce que vous savez, bon, bien sûr vous occupez d'enfants, mais c'est très créatif en primaire, donc des ateliers créatifs, de dessin, Est-ce qu'éventuellement dans ce domaine-là, vous pourriez... Non. Vous en avez assez. Oui. D'accord. Et les enfants, ça suffit. Complètement. D'accord. D'accord. J'entends bien le ras-le-bol. Et vous avez pensé à l'immobilier parce que j'aime beaucoup le relationnel, le côté relationnel, et je pense que avoir des aptitudes par rapport à ça. Et vous vous êtes renseigné dans votre ville, dans votre entourage, j'ai pris rendez-vous dans une agence là avec un responsable d'agence qui doit me recevoir dans 8 jours. Ah bah c'est formidable. Et je me suis un petit peu impatientée. Oui. Dans le sens où comme ça me trotte dans la tête depuis quelque temps, et que c'est quand même une décision importante, donc irréversible, ce choix de poser cette retraite. Donc depuis, j'avoue que je cogite pas mal, quoi. Ah oui, vous voudriez aller... C'est parce que vous avez combien de temps pour prendre cette décision, le compte à rebours, c'est-à-dire que là, je vais poser ma demande en septembre cette année, mais on a un délai d'1 an entre les deux, entre la demande et l'acceptation. Ah, c'est pas sûr que ce soit accepté, par exemple ? Si, mais pardon. Oui. On doit attendre 1 an. En fait, j'ai pas encore les 55 ans. D'accord. Donc, je dois attendre. Donc, vous avez 1 an pour travailler votre projet. Voilà. Ce qui est pas mal en soi. Donc, ça vous permet de rencontrer des gens, par exemple, si vous avez l'immobilier, en tout cas, de vous familiariser avec des univers et de voir s'ils vous conviennent. Voilà. Et j'aimerais savoir si certaines personnes réussissent. C'est pas un challenge quand même, mais quand on est dans l'enseignement, il y a un petit côté enfermement. Il y a énormément de gens qui n'osent pas en sortir. Mais c'est amusant, Joël, votre question, parce que vous dites, j'aimerais savoir si les gens ont réussi. Mais à la limite, je vais être un peu provocatrice, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Si vous avez envie de ça et que vous le réussissez, ça vous rassurerait de savoir ? Oui, parce que le si peu que j'en ai parlé, c'est-à-dire très peu, on me décourage. Oui, ça ne m'étonne pas. On me dit, voilà. T'es folle, t'as 54 ans, t'as un métier, t'es pas sûre de rien. Jusqu'à présent, et c'est les dernières années qui comptent. On n'a pas idée de s'arrêter maintenant. Alors voilà,
Oui, mais Joël, vous avez envie, vous avez le désir, vous avez l'énergie, je l'entends. Vous avez un vrai projet. Vous avez en plus déjà identifié un secteur qui vous plairait. Vous avez déjà fait la démarche de prendre un rendez-vous. Vous voyez, vous, quand même, c'est pas une idée en l'air. Hein. Vous avez commencé à bien l'organiser, votre idée. Alors, c'est vrai qu'il vous manque... Je comprends, hein, on est toujours dans le doute, on va sauter le pas, on va se mettre à nager dans la piscine, on se dit aïe aïe aïe, ici je sais pas nager, donc je vais demander autour de moi si les gens pensent que je sais nager. Oui. Mais comme ça, j'aurais peut-être moins de chances de couler. Mais Joël, moi je suis sûre que vous savez nager parce que vous avez le désir. Et c'est plus fort que tout ça. Et les gens qui vous écoutent, ils l'ont pas eux. Donc ils peuvent pas vous dire que vous avez raison ou pas raison parce que ça les inquiète. En plus, ils se disent si elle réussit, alors nous qui nous ennuyons dans nos histoires ou dans notre job ou je sais pas où, alors elle nous embête, Joël, hein, parce que alors elle trace et puis nous on... Bah oui, mais Joël, c'est... Vous voyez, c'est votre désir, c'est votre envie et... Alors il y a Jo qui envoie un SMS pour dire est-ce que vous avez fait un bilan de compétences ? Oui, pourquoi pas. Oui, mais j'ai pas encore eu le temps dans la mesure où tout est actif, quoi. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et je sais, c'est lié aussi avec ce qu'on entend au sujet des retraites, que le nombre de trimestres va être allongé, etc. Et puis là, j'en vois pas le bout, quoi. Je me dis non, c'est bon, j'ai donné, quoi. Ouais. Et j'ai vraiment envie de vivre autre chose, quoi. Bah vous voyez, moi vous me semblez drôlement prête, hein, Joël, non ? Oui, je sais pas parce que c'est vrai que j'ai eu des retours un peu négatifs et ça m'a... Oui, c'est difficile, je comprends. C'est dur le changement. Ça m'a un petit peu impressionné, quoi. Oui, je vous comprends. Hein. C'est difficile de ramer à contre-courant quand tout le courant vous dit « Oh là là, n'y va pas, t'es folle. » Vous savez, bah oui. Et vous avez bien fait d'appeler ce soir parce que, vous voyez, moi je trouve que c'est courageux et là c'est votre propre confiance en vous qu'il va falloir tester. C'est ça qui est à l'épreuve là dans votre choix. Hein? C'est à l'épreuve. Alors il y a Rome qui envoie un SMS qui dit Joël, mieux vaut tard que jamais pour changer de voie. Il est vrai que les enfants d'aujourd'hui sont durs à éduquer. La vie est courte. Go. Oui. Go. Merci. Go. Et moi je m'associe à lui et j'ai envie de vous dire go parce que vous avez besoin d'être soutenu. Vous savez, Joël, c'est le moment de trouver autour de vous les amis ou les confrères s'il y en a, en tout cas les gens qui vous croient et qui vous suivent. Écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui ont presque peur que vous réussissiez parce que ça les mettrait face à leurs propres inquiétudes et allez vers les gens qui croient en vous parce qu'il y en a sûrement. Vous les avez peut-être pas encore rencontrés ou pas identifiés, mais il y a sûrement autour de vous des gens qui sont prêts à vous porter et qui vont trouver formidable votre projet. J'en suis sûre. Non ? Mais je pense et j'ai un petit peu envie d'épater quelque part. Oui. Ah, c'est chouette ça. C'est formidable d'avoir envie d'épater. C'est un bon moteur, ça, vous savez ? Oui. Ouais. Et de vous prouver des choses à vous-même. Ouais. Ah, alors on a un SMS, Joël, de Luciole qui dit « J'étais prof dans le secondaire, j'en ai eu marre et me suis reconvertie. Elle est traductrice littéraire en réécriture de manuscrits. » Vous voyez ? Voilà. Je ne dois pas avoir ton talent. Non, mais peu importe. Vous demandiez au départ... bien sûr. Il y en a, voilà. Il y a des profs reconvertis heureux, c'est ça, Joël. Oui, mais moi, par contre, je n'ai absolument pas l'intention de retourner dans ce domaine, justement. Les cours à distance, les cours particuliers, non. Oui, vous avez envie de changer de vie. Ah, complètement. Et surtout d'univers. Vous savez, hein, vous avez 54 ans. Aujourd'hui, on est encore très jeune, hein, 54 ans. Hein. Ouais. Et comme on sait qu'on va tous devoir travailler encore un paquet d'années, moi, je trouve que c'est une très très bonne idée de vous reconvertir maintenant. Parce que si vous êtes heureuse dans votre nouvelle vie, adieu les trimestres. Vous voyez, si vous raisonnez effectivement en nombre de trimestres, comme ça, vous vous enfermez, quoi. Hein. Vous attendez la fin, quoi. Voilà, ce serait vraiment le calendrier. Non, Joël, je trouve vraiment, c'est formidable que, voilà, vous avez un désir, un projet, une envie, foncez. Bien. Hein, Joël? Merci beaucoup. Ouais, je vous souhaite de trouver votre voie. Au revoir, Joël, merci de nous avoir appelés.
Et juste avant le journal, on m'a demandé d'épeler le titre du livre et son auteur que j'ai cité lors de l'intervention de Nathalie. Alors il s'agit des Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, R-A-I-N-E-R, Maria comme Maria et Rilke, R-I-L-K-E, qui est un auteur allemand. Et la meilleure édition, c'est l'édition rouge Gallimard. Voilà, il est minuit 11 sur Europe 1, c'est Sophie Peeters, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39 21 et pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 21 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site europe1.fr à l'émission Libre Antenne. Alors, tout de suite, j'ai une réaction au témoignage de Joël tout à l'heure, qui était enseignante et qui voulait changer de vie et qui se demandait s'il y avait d'autres enseignants qui avaient suivi comme elle un nouveau projet. Et il y a donc Domi, je ne sais pas si Joël nous entend encore, Domi qui a 54 ans et qui dit qu'elle ne pourra pas partir à 60 ans à cause de la réforme, mais qu'elle va reprendre des études en sciences du langage pour changer de vie, courage et foncer. Voilà, Joël. Et puis, j'en profite également pour vous parler, vous donner les coordonnées d'un livre que j'ai cité, c'était dans la nuit de lundi à mardi, la nuit du 2 août, où on avait une personne qui devait accompagner une de ses meilleures amies qui était atteinte d'un cancer en phase terminale. Et il y a un très très joli livre d'une femme écrivain qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Christiane Singer et qui a tenu le journal de ses derniers instants à l'hôpital. Elle a écrit quotidiennement et ce livre s'appelle Dernier fragment d'un long voyage. Il est paru chez Albin Michel en 2007 et c'est un très joli livre qui raconte les dernières étapes qu'elle a passées au travers de la maladie et c'est un livre qui peut aider grandement à accompagner quelqu'un sur le chemin difficile de la fin de vie. Voilà. Et nous prenons tout de suite en ligne Éléonore qui nous attend. Bonsoir Éléonore. Bonsoir. Alors Éléonore, vous êtes une toute jeune fille de 14 ans. Oui. Voilà, c'est formidable que vous nous appeliez à l'antenne ce soir. Je suis souvent en insomnie, donc je m'occupe en écoutant la radio. Eh ben, c'est une très bonne occupation. Donc, Et vous vouliez nous parler de vous, Éléonore, hein ? Vous avez des problèmes familiaux, je crois. Hein ? Oui. Très difficiles, oui. Dites-nous. Je vis avec ma tante depuis 5 ans. Pour raison juridique, en fait, ma mère a une maladie avant ma naissance que ma famille n'avait pas remarqué parce que c'est une maladie psychiatrique, donc ça se remarque pas jusqu'à temps que ça devienne vraiment grave. Et ils l'ont remarqué 1 an avant ma naissance que ça dégénérait vraiment. Et donc, j'ai vécu, depuis mes 9 ans, je vivais avec ma mère et je sais pas trop comment dire, mais depuis ce temps-là, je vais vraiment mal. Enfin, je suis chez ma tante, mais je me sens mal. Je suis en dépression depuis 1 an ou 2. Je vois un psy. Oui. Et là, chaque année, en fait, il y a un jugement avec mes parents pour revoir si je les vois ou pas, et si je vis avec eux, mais en l'occurrence, c'est plus, je vivrai plus jamais avec eux. Oui. Et moi, je ne souhaite même plus leur parler vraiment parce que, ils m'ont fait trop de mal dans mon passé. Et je peux plus les voir. Oui, je comprends, Éléonore. C'est terrible ce que vous vivez. Oui. Et, là, je suis en inquiétude parce que j'ai un tribunal
bientôt. Oui. Et vous avez. 11. Oui. Et Léonore, vous pouvez dire au tribunal ce que vous nous dites là, en disant est-ce que le tribunal vous écoute sur votre décision? Comment il juge en fait que vous devez ou pas voir vos parents? Sur quoi il se base? Il juge par rapport à mon état psychologique, si je peux les voir. Et donc, là, il y a déjà eu un tribunal en janvier. Parce que d'habitude c'est en mars. Alors je confonds un peu toutes les dates. Et donc le juge a décidé que qu'il allait évaluer la situation pour pouvoir dire si je peux les voir ou pas. Comme moi, ma demande était de ne plus les voir du tout. Et à chaque fois que je les vois, après il y a des répercussions et j'ai beaucoup de crises d'angoisse, tout ça. Donc. Oui, vous avez besoin de temps pour vous réparer loin d'eux. Hein. Oui. Et vous avez peur que le juge ne prenne pas en compte votre demande? Enfin, vous êtes inquiète de ça? Si, mais depuis, ma mère, on a réussi à lui faire prendre des traitements il y a de là pas beaucoup d'années, 3-4 ans, ça fait pas longtemps. Et donc elle va mieux, mais ça peut toujours changer, mais elle est sous traitement, donc ça va. Ce qui fait que depuis qu'elle est sous traitement, il se base plus sur les parents vont mal, donc elle ne peut pas les voir ou c'est restreint. Il dit que maintenant je peux les voir, sauf que moi je suis tellement mal que je ne peux pas les voir. Je comprends. Est-ce que ça vous pouvez le faire valoir? Est-ce que vous pouvez le dire ça? Je l'ai déjà dit, mais j'ai refait une lettre cet après-midi en décrivant bien toutes mes idées. C'est bien, oui. Et donc je l'envoie demain. Et c'est formidable, oui. J'ai un bon juge quand même. Il fait bien attention à ce que je lui dis, tout ça. Oui. Mais moi, même les rendez-vous, on avait des rendez-vous avec les assistantes sociaux, tout ça, mais il y en avait beaucoup, beaucoup trop. Et ce qui fait que je me sentais persécutée. Oui, ça vous épuise, oui. Ouais. Et pour moi, c'est mes parents qui ont raté mon enfance. Et j'ai l'impression que c'est moi qui dois payer les conséquences. Oui. J'ai ma vie à faire et j'en ai marre, quoi. Bah oui, Léonore, écoutez, bravo, je vous trouve extraordinaire. Vous voyez, je reçois un SMS de Nora qui vous écoute et qui dit quelle maturité, que vous êtes écorchée, touchante et que vous avez un bel avenir devant vous. On peut que à la fois vous féliciter, vous encourager à tenir votre cap. C'est très très douloureux, très difficile pour une jeune fille comme vous de dire je veux pas voir mes parents parce qu'ils me font du mal, mais ça veut dire que vous savez déjà vous protéger, vous savez déjà ce qui est bon pour vous, et c'est vrai que quelquefois, et malheureusement c'est affreux à dire, il faut prendre une distance. Alors un jour peut-être vous pourrez les retrouver, mais pour le moment vous sentez que c'est pas possible pour vous. Et est-ce que votre tante peut vous aider dans cette démarche? Oui, elle est totalement avec moi, ma tante. C'est elle qui a décidé qu'elle voulait nous prendre alors qu'elle n'a pas d'enfant, elle sait pas ce que c'est. Extra. C'est sa sœur. C'est la sœur de votre maman, c'est ça? Oui. Oui. Donc, j'ai plein de tantes, mais il n'y en aurait aucune qui aurait fait ça. Et donc voilà, Ça, c'est formidable. Vous savez, Léonore, il y a un grand neuropsychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik qui a écrit sur le phénomène de résilience et qui dit en fait que dans les grands traumatismes de la vie, on rencontre sur son chemin ce qu'on appelle des tuteurs de résilience, c'est-à-dire quelqu'un qui aide à dépasser, vous voyez, à faire quelque chose du traumatisme et à grandir et à le dépasser. Il raconte comme ça, lui-même a eu ses parents déportés dans les camps de concentration. Et en fait, vous avez dans votre tante un tuteur de résilience au sens où l'entend Boris Cyrulnik, et que vous pouvez vous appuyer sur elle. Et on le sent. Et c'est important parce que vous arrivez à développer de la force, alors que vous soyez bien sûr soutenu médicalement, que vous voyez un psy.
tout ça paraît très bien, très bon pour vous, très cohérent. Et puis tenez bon par rapport à votre demande et par rapport au juge. Je souhaite de tout cœur qu'il vous écoute. Oui. Et je me demandais, alors je ne sais pas si vous en savez ou pas là-dessus, mais dans ma situation, c'est mes parents qui ont l'autorité parentale. Oui. Et ma tante est mon tiers digne de confiance, en fait. Oui. Et en fait, on voudrait savoir pour que j'aille l'émancipation. Oui. Mais vu que c'est les parents qui doivent vouloir l'émancipation, je sais même pas s'ils voudront ou pas. Et je sais pas comment on peut faire par rapport à ça. Enfin. Est-ce que j'imagine que le juge doit avoir une réponse là-dessus parce que lui est un homme de loi, il doit savoir vous aiguiller. Il y a sûrement, je sais pas, ou un avocat ou même le juge. Est-ce qu'éventuellement, par rapport aux gens de loi qui vous entourent dans ce dossier, ils peuvent peut-être vous aider là-dessus? Je pense, j'espère. Oui, j'imagine qu'eux seront compétents parce qu'effectivement, je crois, mais là pour le coup, je suis pas trop compétente, mais il y a un âge, il doit y avoir un âge où vous pouvez demander effectivement cette émancipation. Bon, à vous entendre, vous avez une certaine maturité pour pouvoir y prétendre. Maintenant, peut-être qu'il y a un âge, mais... C'est 16 ans, je crois. C'est 16 ans, oui, c'est ce que je me demandais. Même peut-être à la mairie, vous savez, ils doivent pouvoir... il y a des gens de loi qui doivent pouvoir vous renseigner. Mais en attendant, disons, alors en admettant que ce soit 16 ans, il y a donc 2 ans, là. Mais si, là, vous envoyez donc votre courrier au juge demain, vous avez des arguments qui me semblent justes et sensés, il va vous écouter. Je comprends, hein, j'entends bien votre inquiétude, hein, mais voilà, il me semble que c'est important de vous rassurer là parce que vous avez beaucoup de choses en vous. Et est-ce que votre papa, quel est le rôle du papa dans l'histoire? Est-ce que il ne sait pas s'occuper d'enfants, donc voilà, il a commencé à nous protéger très tard, enfin vers mes 8 ans, donc je suis partie à 9 ans, donc vers mes 7-8 ans, il a commencé à comprendre vraiment qu'il fallait nous protéger de notre mère, donc parce que j'ai une sœur de 20 ans, donc elle est en dépression très forte, elle ne veut plus voir son psy, elle a la phobie du monde, tout ça, donc elle reste enfermée totalement et en plus elle est décalée, donc je la vois pas souvent. Oui. Je la vois et puis je peux pas compter entre guillemets sur elle parce que c'est trop dangereux pour vous, oui. Alors il y a Bénédicte qui envoie un SMS pour dire qu'il existe des avocats pour défendre l'intérêt des enfants et qu'il faut que vous vous renseigniez auprès de l'ordre des avocats. Alors vous savez, peut-être sur Internet, vous faites ordre des avocats sur Google et puis vous allez sans doute trouver quelque chose sur les enfants. Et puis je reçois beaucoup d'SMS d'auditeurs qui disent que voilà, tous comme moi, ils sont épatés par votre lucidité, que voilà, que vous êtes formidable, on vous embrasse. Et c'est vrai que Éléonore, continuez bien dans cette voie parce que c'est très très courageux, vous savez, de devoir renoncer à ses parents à votre âge. Et vous avez une grande force. Il y a une Lily qui a 16 ans et qui je trouve, Éléonore, extrêmement courageuse de faire face à cette terrible situation. Est-ce que... Ah oui, Lily demande si vous vous en sortez dans votre scolarité. En ce moment, ça fait justement... je suis en 4e et cette année de 4e, je m'en sors, mais c'est dur. Enfin, j'avais au départ, normalement, en étant moyennement stressée, j'ai 16 de moyenne. Là, je suis tombée à 13. Et... c'est formidable, Éléonore, déjà. Mais moi, j'ai très besoin de mes notes parce qu'à part ça, j'ai pas grand-chose. Et... Ouais. Je suis accro aux notes, j'ai besoin de reconnaissance dans mes notes. Enfin, j'ai besoin de voir que je suis forte et j'ai beaucoup de mal parce que, en ce moment, comme cette année, comme il y avait beaucoup d'histoires de juges, Oui, à chaque fois, ça vous enlève de l'énergie. Ouais.
Et là, j'étais vraiment plus absente que présente. Et j'ai eu un peu des problèmes avec l'école. Enfin, ça va parce qu'ils sont très compréhensifs et tout. La directrice, elle me comprend par cœur. Et enfin, avec les profs, c'est un peu comme mes deuxièmes parents. Je communique beaucoup et donc ça. C'est eux qui m'aident à avancer, c'est ma tante. Enfin, c'est. Oui, vous êtes bien entouré. Il y a des adultes autour de vous qui vous soutiennent. Oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est ce qui est dur, c'est que dans ma famille, il y a 2 cas de problèmes psychiatriques. Oui, votre sœur et votre maman, donc. J'ai cru pendant... non, c'est pas ma sœur. Oui. Ma maman, c'est son frère à ma sœur, à ma... Ou votre maman, oui. à ma maman, est malade aussi, donc... pas la même maladie que ma mère, mais une maladie psychiatrique aussi. Donc, ce qui fait que j'ai longtemps cru que je l'aurais aussi. Oui, je comprends. Et donc, ça me fait peur toujours, mais ça va quand même. Mais... Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Éléonore, et c'est ce que j'entendais derrière vos propos, c'est qu'il y a toujours la crainte comme ça dans une famille de se dire, bah alors c'est que je suis pareil, c'est que je vais en hériter, c'est que c'est dans les gènes et que moi je m'en sortirai pas. Donc, Éléonore, forcément vous avez en vous cette inquiétude, mais regardez bien tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ça qui va vous guider, vous aider, parce qu'il y a d'une part, si vous voulez, la croyance qui peut être terrible, de dire, dès que vous allez vous sentir plus fragile, à certains moments, vous allez dire, là, c'est horrible, moi aussi, ça va m'arriver, ou je vais être rattrapée par l'histoire de la famille. Mais on n'est pas, et heureusement, on peut se battre pour ne pas être le produit de ça, et que vous le faites déjà, alors que vous n'avez que 14 ans. Donc, vous êtes déjà une jeune fille forte, assez structurée, et que il n'y a pas de fatalité, vous voyez, et vous le sentez parce que vous prenez déjà en main votre destin par rapport au juge, par rapport à votre scolarité, vous décidez, vous voyez, on sent en vous la décision, quoi qu'il arrive, de vous en sortir, de faire votre vie, d'avancer. Et ça, c'est formidable, Éléonore, c'est formidable. Croyez en votre bonne étoile, parce que c'est plus qu'en votre étoile, c'est votre courage, c'est ce qui est en vous. C'est ce qui est en vous. J'ai beaucoup de mal parce que depuis que je suis petite, je suis très... j'ai besoin des autres pour m'en sortir et puis... c'est normal. De moi, il y a un peu tout le monde qui s'écroule, donc... Oui, mais ça que vous ayez... Oui, mais il y a votre tante, vous parliez des professeurs, tout le monde s'écroule pas, et que vous ayez besoin des autres à 14 ans, ça me semble une évidence. Il y a un SMS là de Poupie qui demande si vous n'aimeriez pas être adopté par votre tante. C'est peut-être possible, ça, non? Une demande d'adoption? Oui, mais bon, enfin... Moi, c'est... Enfin, pour moi, adoption ou pas, pour moi, c'est qu'un papier parce que pour moi, il est déjà beaucoup. Oui, mais pour vous protéger. Enfin, peut-être pour, vous voyez, pour éviter justement ces allers-retours par rapport au juge. Est-ce que ça vous protégerait pas? Ça, vous pouvez peut-être regarder aussi avec un avocat. Envisager des solutions juridiques qui permettent de vous protéger et d'éviter tous ces allers-retours avec le juge qui à chaque fois vous angoisse, vous donne le sentiment de repartir un cran en arrière, vous voyez, de défaire ce que vous avez construit, parce que votre inquiétude aujourd'hui, c'est de dire voilà, je me construis, je monte ma maison et puis à tout moment, j'ai l'impression qu'on va pouvoir me la casser. Ouais. Mais ce qui est surtout dur là avec le juge, c'est que maintenant, en fait, avant, ma mère, elle était entre guillemets trop dangereuse pour être avec nous en même temps au juge. Et maintenant, comme elle va mieux, ils nous mettent ensemble au juge. Donc, je ne peux plus parler franchement au Ah, parce qu'elle est là, c'est d'autant plus difficile pour vous. Ah oui, c'est terrible. Et la dernière fois, enfin, c'était la première fois, ils ne m'avaient pas dit que je serais avec eux. Donc, je suis arrivée, je les ai vus, je ne savais même pas. Et je suis... j'ai pleuré. Ah oui. Pleuré parce que il les a fait sortir pour parler avec moi, mais je lui ai dit, vous le dites pas à mes parents tout ce que j'ai dit, parce que j'ai dit au juge que je les aimais plus, que je voulais plus que ça soit mes parents et tout ça. Il a tout redit devant moi, je suis sortie et je suis partie parce que c'est trop fort pour moi. Je peux pas supporter qu'on fasse du mal à mes parents, même si bien sûr. Je me sens pas comme mes parents. Oui. Ah oui, c'est donc pas si simple. Le juge c'est pas si facile, oui.
Alors, il y a je reçois un SMS pour dire que l'émancipation, elle se fait effectivement sur accord des parents ou très rarement sur décision du juge et qu'il faut effectivement avoir 16 ans pour être émancipé. Mais on a tout de suite Sophie en ligne. Sophie, vous êtes là ? Oui, voilà. Bonjour, qui voudrait donner des conseils à Eleanor. Oui. Bonsoir Sophie. Que vous souhaitiez donner des conseils à Eleanor. Oui, j'ai pas pu suivre. Enfin, je suis au début dès qu'elle a parlé elle angoissait beaucoup et surtout qu'elle a écrit, mais qu'elle a peur et ceci cela. Et puis après j'ai essayé de téléphoner aussitôt pour la rassurer. Oui, et vous disiez qu'elle a le droit de prendre un avocat, voilà, c'est ça ? Elle n'avait pas à avoir peur. Elle a le droit d'avoir un avocat et qui sera payé puisque entre deux j'ai su qu'elle avait 14 ans et qui sera payé par l'aide juridictionnelle. Et comment elle peut le demander, ça ? Elle va au bureau d'aide juridictionnelle. Je ne sais pas où elle habite, au tribunal de grande instance. Oui. Il y a un service d'aide juridictionnelle. Vous nous entendez, Eleanor ? Oui. Donc, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du lieu où elle habite. Et là, on va lui donner des papiers à remplir et on lui désigne un avocat. Et elle n'aura rien à payer puisque de toute façon, elle ne travaille pas. Et Eleanor, vous êtes au courant de ce type de démarche où votre tante l'est ? Oui, j'ai vu qu'on pouvait avoir des juges, des avocats gratuitement par l'aide juridictionnelle, donc, oui. C'est très important pour elle. Et alors, Eleanor Enfin, j'ai vu ça et on l'avait jamais fait parce que on pensait que ça nous aiderait pas, enfin qu'il pouvait rien faire de plus. Mais en fait, je savais pas l'aide d'un avocat, ce que ça pouvait aider ou pas. Parce que c'est très important. Oui, il me semble. Vous voyez par exemple ce que vous décriviez tout à l'heure, Eleanor, par rapport au rôle du juge face à vos parents. L'avocat, il va faire l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il va permettre qu'est-ce que vous en pensez, Sophie, c'est ça? Oui, il va la défendre, elle va défendre sans intérêt et il insistera pour qu'elle ne voie plus ses parents si elle ne veut pas voir ses parents. Et il est vraiment de son côté à elle et il fera tout ce qui est dans ses possibilités pour justement éviter qu'elle voie ses parents si elle ne veut pas. Ou si le juge bien sûr refuse pour pas couper les liens définitifs entre les parents et l'enfant, ils peuvent l'avoir en présence d'une tierce personne pendant 1 ou 2 heures et c'est tout. D'accord, mais merci. Et ça, voilà. Et ça va être désigné par le juge. Il va désigner une association éducative, donc qui va lui désigner une personne au centre social. D'accord. Et qui vont lui donner des heures, enfin des jours où elle pourra voir ses parents dans un centre social, mais pas en dehors. Oui. Et ça, je l'ai déjà fait, enfin. Oui, j'ai l'impression, et que c'est pas ce que souhaite Eleanor du tout, en fait. Bon, oui, parce que pendant que je téléphonais le fait c'est pour ça, c'est pas grave. Mais Sophie, merci en tout cas de nous avoir appelé pour votre aide. On prend tout de suite Virginie aussi. Virginie qui voudrait réagir aux propos d'Eleanor. Bonsoir Virginie. Oui, bonsoir. Oui, donc moi j'ai vécu à peu près la même chose. Oui. Donc en fait, j'avais 12 ans à ce moment-là. C'est pas tout à fait la même chose parce que moi je suis orpheline, j'ai perdu mes parents à l'âge de 12 ans. Mais donc après j'ai vécu chez ma grand-mère et donc c'est à peu près pareil. C'est que ma grand-mère après je ne voulais plus la voir. Donc je suis passée plusieurs fois à la juge. Mais en fait, moi ce que je voulais dire c'est que surtout Eleanor, il faut pas qu'elle ait peur devant le juge. Il faut bien qu'elle dise qu'elle ne veut plus voir ses parents. Parce que la plupart du temps, le juge, il écoute plus les enfants que les parents. Et moi, je pense que le juge serait d'accord tout à fait avec Eleanor. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai eu interdiction de la voir jusqu'à ma majorité. Donc, à mon avis, surtout, il ne faut pas qu'elle déprime. Moi, j'ai fait beaucoup de dépression aussi après, mais j'ai avancé quand même dans la vie. Maintenant, je suis maman, mais surtout, il faut qu'elle avance, en fait, dans la vie. Oui, merci. Il ne faut surtout pas qu'elle ait peur d'aller au tribunal. Moi, je passais tous les 3 mois au tribunal, donc voilà. Merci Virginie pour votre témoignage. Je vous souhaite bon courage. Oui, merci d'avoir appelé.
Pas de quoi. Merci à vous. Et Léonore, oui, je crois que vous voyez, là, vous avez eu plusieurs conseils. Donc, d'une part, je pense que l'avocat, effectivement, ça paraît être une bonne idée. Peut-être que vous pourriez regarder de ce côté-là. Oui. Hein, et puis votre lettre au juge, c'est aussi un très bon pas parce que ça va permettre de préparer la prochaine entrevue. Et puis, Éléonore, il faut surtout garder votre courage en vous-même. Là, tous les auditeurs sont avec vous. Je le reçois sur les écrans, je le reçois par SMS, et je voulais vous féliciter, vous soutenir, vous dire que vous êtes une jeune fille vraiment excessivement courageuse, une très très belle personne, et je vous souhaite vraiment beaucoup beaucoup de bonnes choses sur votre chemin. Il va être encore long, encore difficile, mais voilà, moi, j'ai entendu ce soir que vous avez des ingrédients formidables. Vous êtes déjà très structurée comme jeune femme. Ça n'empêche pas que ce soit une histoire douloureuse et complexe, mais je pense que voilà, vous tenez votre vie bien dans vos mains, Éléonore. Bon courage à vous. Merci de nous avoir appelés. Merci de vous être confiée à nous ce soir. Oui. Bonsoir, Éléonore. Merci. Au revoir. Et Éléonore, si vous êtes encore là, et avec tous les auditeurs, et là avec l'équipe autour de moi ce soir dans le studio, Fifi, Quentin, Théo, on voulait dédier cette jolie chanson du groupe Indochine à Éléonore et continuer à lui souhaiter tout son courage. On a un très joli SMS d'Ava aussi qui dit c'est dur malgré tout son courage, ses entrevues avec ses parents, sorte de conflit de loyauté auquel elle est confrontée avec une grande sensibilité. Merci encore Éléonore de votre témoignage. Et puis nous avons Nathalie justement en ligne. Nathalie, bonsoir. Oui, bonsoir. Nathalie, vous êtes éducatrice et vous vouliez réagir justement au témoignage d'Éléonore. Voilà, oui, tout à fait. Donc je suis éducatrice depuis presque maintenant 20 ans. Et je m'occupe de jeunes comme Éléonore. Et c'est vrai que là, du coup, ce soir, je vous ai écouté parce que je rentrais du travail avec des jeunes qui sont comme Éléonore. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est vrai qu'Éléonore a beaucoup de courage, etc. Mais Éléonore est une jeune fille de 14 ans, il ne faut surtout pas l'oublier. Et c'est une jeune fille actuellement qui n'a pas de préoccupation d'adolescente. Oui. Il faut absolument qu'elle retrouve son rôle d'adolescente, et elle a besoin d'être cette jeune fille. Pas simplement de sa tante, elle a besoin aussi de services qui puissent la suivre à domicile. Notamment des services d'action éducative en milieu ouvert, oui. comme on peut le faire, et un lieu aussi où elle puisse avoir confiance aux gens, où oui. elle puisse, parce qu'elle a parlé de problèmes de sommeil notamment, ce qui est justement quelque chose d'important chez les adolescents qui ont ces difficultés-là. Et il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée, le fait de ses parents. Oui. Actuellement, beaucoup de jeunes dans cette situation sont dans le refus de voir leurs parents. Où je travaille, nous faisons des visites médiatisées de 1 à 2 heures, donc en présence d'éducateurs, parce qu'on sait que dans quelques années, cette jeune fille aura besoin de ses parents malgré tout. Oui. Et malgré tout ce qu'elle peut dire, elle aime ses parents. Oui, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que c'est pas... Alors là, je m'adresse à la spécialiste que vous êtes. Est-ce que c'est pas un peu protecteur pour elle, pour le moment, de le refuser, sachant qu'elle les retrouvera? Enfin, c'est un peu ce que je lui disais, c'est que... Non. Vous voyez, non, il ne faut pas du tout qu'elle coupe le lien, d'après vous. Du tout, parce que même si elle a subi, moi j'ai des jeunes qui ont subi des choses encore très très violentes avec leurs parents. Ils sont, c'est vrai, dans ce langage souvent, je ne veux pas voir mes parents, c'est pour se protéger de ce qui s'est passé. Mais on sait au fond d'eux qu'ils aiment leurs parents. Oui. Et il ne faut surtout pas couper ce lien. Non, mais c'est comme une parenthèse, en fait. Est-ce que c'est pas possible, vous voyez, d'avoir une parenthèse qui lui permet... Il y a des spécialistes qui sont là pour justement accompagner ces jeunes. Oui. Cette jeune fille a besoin énormément d'accompagnement psychologique. Elle l'est, hein. Elle dit qu'elle l'est, voilà. Et que ses professeurs, je ne sais pas si vous l'avez écouté, elle dit aussi qu'à l'école, voilà. L'école n'est pas suffisante. Pour moi, il faut un accompagnement à domicile avec des éducateurs. À domicile. Nathalie, oui. Puisque cette tante, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de courage de prendre les enfants, mais c'est aussi une personne qui a sa vie et qui ils ont besoin d'accompagnement. D'accord. Il y a un nom d'organisme ou un site sur lequel elle peut trouver ces références d'accompagnement à domicile que vous pouvez nous citer? Normalement, alors aussi au niveau du juge, là, c'est le juge qui aurait pu proposer cet accompagnement. Ah oui. Donc là, c'est quelque chose aussi que le juge n'a pas pu mettre en place, parce que c'est un juge pour enfants. Il connaît tout ça. Donc, et logiquement, un juge doit tout d'abord rencontrer le jeune seul,
et ensuite le jeune avec la personne chez qui il est accueilli. Et tout à l'heure, il y avait une auditrice qui lui conseillait d'aller chercher une aide juridictionnelle avec un avocat. Oui. Donc ça, vous en pensez quoi? Elle peut passer par ce biais-là? Elle peut passer par ce biais-là, mais sauf que ça prend du temps de faire un dossier pour une aide juridictionnelle. Là, étant donné comment elle est, cette jeune fille, il y a une urgence et elle a besoin de soins. C'est vraiment de soins, cette jeune fille. Et je pense au CMP de sa ville, au centre médico. Voilà, tout d'un coup. Et ce sont des gens qui peuvent aussi la diriger, qui peuvent faire des dossiers, qui peuvent faire. C'est le CMPP, c'est le centre médico-pédagogique. Exactement. Il y en a un dans chaque ville, normalement. Oui, tout à fait. Voilà, CMPP. Elle peut se renseigner au niveau de la mairie. Voilà, c'est ce que je lui disais, d'aller à la mairie. Oui. Voilà. Mais il faut agir là avec cette jeune fille parce que à 14 ans de dépression, on sait ce que ça peut donner dans quelques années. Donc il faut réagir rapidement là. D'accord. Merci Nathalie de nous avoir rappelé. Je pense que Éléonore devait encore nous écouter et sinon on lui transmettra. Mais surtout, moi ce que je veux lui dire, c'est que c'est de vivre sa vie, voilà. Oui, mais qu'elle retrouve sa place d'adolescente avec des préoccupations d'adolescente, pas d'adulte. Elle est pas adulte, elle est jeune, elle a 14 ans. C'est vrai que c'est une question que je lui ai pas posée à l'antenne et qu'on lui a pas posée, qui est quels sont ses amis, son entourage. Alors elle a peut-être des amis à l'école qui la soutiennent. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé avec elle. Voilà. Mais vous avez raison de le rappeler, Nathalie. Et les adolescentes que j'accompagne, nous allons essentiellement vers des activités extérieures où elles ne pensent qu'à elles. Oui. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. Merci Nathalie, merci beaucoup de vos bons conseils. Merci à vous. Je reçois également un conseil, Éléonore, d'Émilie, qui est assistante sociale et qui vous conseille d'échanger avec votre référente du service de l'aide sociale à l'enfance, ASE, et qui connaît la situation et les lois, et je pense que vous devez avoir un contact avec elle. Et puis il y a Pierre. Pierre, il a aussi 14 ans, Éléonore, et il vous a écouté et il s'imagine pas vivre cette situation au quotidien. Alors il trouve que, Éléonore, vous avez beaucoup de courage et qu'il vous dit qu'il faut absolument que vous teniez bon. Voilà, Éléonore, j'espère que tous ces témoignages vous aideront dans votre chemin difficile. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Sonia. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Sonia. Oui, bonsoir. Voilà, après je vais un peu vite. Oui. Voilà. Bon, il est très difficile de passer après un témoignage aussi poignant que celui d'Éléonore, et c'est vrai que, moi, je suis très émue à l'issue de tout ce qui s'est dit. Oui. C'est vrai que je pense qu'effectivement, je suis très touchée par cette force intérieure qu'elle a, et en même temps, c'est vrai que je rejoins l'auditrice précédente qui disait qu'effectivement, elle n'a que 14 ans et qu'il est quand même important qu'elle puisse retrouver, une vie d'adolescente entre guillemets normale. Oui. Mais quelquefois, la vie nous met très tôt dans certaines épreuves. Voilà. Tout à fait. Oui. Qui font franchir des étapes un peu vite. Un petit peu vite, ouais. Bon, mais Sonia, je vous rassure, chaque histoire est importante et il y en a pas. Voilà. Donc ça, c'est pour vous rassurer. Qu'on est très heureux de vous avoir aussi avec nous ce soir. Écoutez, oui, surtout que j'ai longuement en fait hésité avant de vous contacter, et puis du coup je me suis lancée là. Et en fait, moi je vais vous exposer donc très rapidement en fait ma situation, et en fait je vis en couple depuis maintenant 8 ans. J'ai un petit garçon de 4 ans. Et je vis une vie de couple en fait un petit peu en dents de scie, avec des hauts mais avec beaucoup de bas. Et en fait depuis 2 ans j'avais quand même espoir de pouvoir accueillir un deuxième enfant, et mon compagnon jusqu'ici donc a toujours été
très réticent, mais quand même en ayant un discours, en me disant qu'il fallait que je patiente, que c'était pas le moment, etc. Bon, j'ai 39 ans, je ne sais pas préciser mon âge, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment extrêmement malheureuse à l'idée de devoir faire le deuil d'une deuxième grossesse. L'enfant que vous avez, c'est avec lui déjà ou c'était avec un autre compagnon? Oui, c'était avec lui. Et lui souhaitait pas un deuxième enfant? Non, disons que le premier est arrivé en fait accidentellement, si on peut dire comme ça. Moi j'ai passé une très très belle grossesse. Il l'a malgré tout bien accueilli. Je veux dire, notre enfant, c'est un amour dans le sens où on l'a élevé. Il a été très facile dès les premiers mois. Il nous a vraiment pas posé de problème. Donc pour moi, c'est vrai qu'un deuxième enfant, c'était. Oui, il a quel âge le premier? Il a 4 ans. Il a 4 ans. Et votre compagnon est un papa attentif, présent Alors en fait, mon compagnon, il a 7 ans de moins que moi, donc. J'ai plus de retour. Alors je rassure tout de suite les auditeurs qui ont dû se demander qu'est-ce qui s'était passé si je m'étais volatilisée dans les airs et Sonia avec moi en même temps. Alors non, voilà, c'est quelquefois des histoires de technique. Sans doute Sonia nous appelait avec un portable, mais nous avons retrouvé Sonia. Je suis toujours là dans le studio. Voilà, je ne vous ai pas lâché en cours de route, tout va bien. On avait juste passé une petite chanson histoire de retrouver tous nos esprits et la technique avec. Donc Sonia, vous êtes là. Je suis là. Voilà. On s'est retrouvés. Tout va bien. On s'était juste perdus. Voilà. Donc Sonia, voilà. Donc vous parliez donc de votre désir d'avoir un deuxième enfant. Vous en avez un premier avec votre compagnon et je vous demandais quel papa il était et j'essayais de comprendre avec vous qu'est-ce qui faisait que votre compagnon était si réticent pour ce deuxième enfant. Alors c'est vrai que mon compagnon, a un passé assez lourd, avec ses parents, il a eu des relations très problématiques. En fait, on a avancé dans notre histoire avec quand même beaucoup d'épreuves à chaque fois. Et là, c'est vrai que j'ai le sentiment que lui, il est plus dans une situation où il a envie de penser à lui, où il a envie de faire des choses pour lui. Il a le sentiment que jusqu'à présent, il a mis un petit peu sa vie entre parenthèses. Et oui, en même temps, vous savez, quand on a un enfant, ça vient rechercher l'enfant qu'on a été. Et du coup, lui, si vous dites qu'il a eu une enfance un peu compliquée, il est dans sa paternité confronté à des choses qu'il a vécues. Plus l'enfant grandit, vous savez, on repasse avec son enfant des étapes de sa propre enfance. Alors c'est ça qui souvent nous déstabilise dans le fait d'être parents, c'est que sans le savoir, ce petit bout de chou, il vient nous chercher là où ça peut faire encore très mal, mais on le savait pas. Et peut-être que votre compagnon est effectivement un peu dans l'évitement ou la fuite parce que il se dit oulala, j'ai peur ou je gère pas. Peut-être il est peut-être aussi dans cette situation-là. Ouais. Alors, vous croyez si vous vous entendez bien, est-ce que c'est possible d'en discuter, de l'aider, de lui dire c'est un peu normal, mais c'est une chance aussi pour nous, pour toi, pour lui d'avancer? C'est vrai que j'ai le sentiment quand même d'être passée un petit peu par tous les cadres, c'est-à-dire que j'ai patienté, j'ai essayé de comprendre, je lui en ai plus parlé du tout, j'ai essayé même d'enterrer un petit peu cette idée en moi, en me disant qu'après tout j'en avais déjà un, que c'était déjà pas mal. Et là, c'est vrai qu'à nouveau, ce désir revient comme. Oui, ça peut se comprendre. C'est terrible parce que c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment, c'est au plus profond de moi et que c'est un désir vraiment très fort. Et vous êtes bien avec lui? Enfin, pour vous, c'est bien aussi d'être avec ce papa-là, ce compagnon-là pour un deuxième enfant. Oui, malgré ça c'est important. Malgré son parcours difficile, c'est vrai que on tient beaucoup l'un à l'autre et moi je lui accorde énormément de qualité en tant que père. Ouais. Et alors ça, j'essaie de lui en faire part. Oui, c'est bien de le valoriser, de l'aider. Oui.
Voilà, j'essaye vraiment de le valoriser, mais j'ai le sentiment que c'est difficile pour lui à entendre, quoi. Alors. Et votre propre désir, pardon ? Et votre propre désir, il peut l'entendre ? Votre désir de femme, de maman ? Non, enfin, il me dit, il revient, non, c'est-à-dire que pour lui, il entend d'abord le sien, c'est-à-dire, oui. Voilà, c'est ça, il peut pas entendre le mien. Et est-ce que vous pourriez essayer justement, vous, de travailler là-dessus pour vous, pour passer ces arguments-là. Alors, je reçois un SMS assez amusant, je trouve ironique, qui dit « 39 ans, êtes-vous pour un deuxième accident ?» Alors, j'imagine que vous avez dû y penser aussi. Oui, mais justement, je suis... Vous ne voulez pas, hein, vous voulez être à deux. Oui, c'est ce que j'entends. C'est vraiment cette deuxième grossesse et ce deuxième enfant, s'il arrivait, vraiment pour moi, ça serait c'est tellement un bonheur de pouvoir l'accueillir en disant on l'a souhaité tous les deux. Quoi. Sonia, peut-être que la voie possible aujourd'hui, c'est de lui parler de vous pour qu'il arrête d'être centré sur lui, c'est-à-dire essayer de le ramener à vous. À votre désir à vous, à votre envie à vous, avec lui bien sûr, hein, en disant c'est avec toi, ce que vous me dites ce soir, parce que je t'estime en tant que papa, je t'aime en tant qu'homme et je suis bien avec toi, mais parlez-lui de vous, parce que peut-être que vous êtes resté très centré sur lui, lui-même ayant tendance à l'être, ça a tout recentré sur lui et il devient décisionnaire seul d'une décision à deux, vous voyez ? Or, c'est une décision à deux et vous comptez autant que lui. Or, quand je vous écoute, en fait, c'est lui qui compte et si lui veut pas, il se passe rien. Oui, mais vous êtes deux. Et donc, il faut que votre voix porte. C'est vrai ce que vous me dites. Ouais. Voilà. Et c'est peut-être maintenant que vous avez peut-être fait le tour de la question avec lui, très centré sur lui, recentrez-le lui, sur vous. Vous voyez, amenez-le à entendre la femme que vous êtes. Justement, c'est formidable, il y a des sentiments entre vous. Vous êtes un couple, vous tenez l'un ou l'autre, vous avez déjà un enfant et tout se passe bien. Raison de plus pour qu'il accède à la femme que vous êtes. Et alors peut-être que ça va relancer ce désir. Peut-être que, vous voyez, son propre désir peut être animé par votre désir. C'est peut-être cet élément-là que vous avez minimisé. Parce que vous n'avez pas voulu vous imposer. Je pense qu'il faut que vous l'imposiez, votre désir, Sonia. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vraiment, vous le sentez, ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours minimisé, enterré, en me disant que s'il n'était pas d'accord, voilà, que c'était à moi de faire en sorte de taire... je crois pas. Faire ce désir et que je pensais d'ailleurs y parvenir. Donc là, je suis assez surprise d'ailleurs parce que je mets toujours un point d'honneur à... il revient plus fort maintenant, vous voyez ce désir. Alors laissez-le s'exprimer, je crois, Sonia. Laissez-le s'exprimer en plein et si ça se trouve, vous allez voir, c'est votre propre désir qui va permettre d'entraîner le sien. Voilà. Merci de nous avoir appelés, Sonia. Bonne et douce nuit. Et je vous souhaite un deuxième très joli projet avec lui. Merci à Bonne nuit, Sonia. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à 23h. N'oubliez pas que notre standard ouvre à 22h30 au 39 21.